Il s'était développé particulièrement autour de l'administration du maire Drapeau à Montréal, toute une théorie au sujet là, de ces groupes terroristes, à l'effet qu'on prenait un otage, si on n'obtenait pas les résultats obtenus avec lui, on le liquidait, on en prenait un autre, et si on n'obtenait pas les résultats avec lui, on le liquidait, on ne traînait pas de bagages, on allait en chercher un troisième. Alors là, on nous a dit probablement que dans le moment, M. Cross est en train d'être désintégré dans un bain d'acide en quelque part pour pas qu'il y ait de traces qui restent. À peu près en gros, là, c'est le portrait qu'on nous a donné. Alors vous dites, un instant, là, c'est sérieux, là, cette histoire-là. Alors qu'est-ce qui va arriver de la porte? Et là, une autre des choses qui est apparue, qu'on nous a dit, c'est que la FLQ, c'était un groupe assez organisé, il y avait toutes sortes de rumeurs. Et on a posé des questions pour savoir si ces rumeurs-là étaient fondées. On n'a pas été capable d'avoir de confirmation, mais il n'y a pas eu non plus de délégation. Je me souviens que Jean Marchand, qui était ministre à Ottawa, avait mentionné qu'il y avait probablement une couple de 1000 felkistes dans le nord de Montréal à l'entraînement. Alors, vous dites, oui, ça commence à être assez sérieux, en effet. Alors, quoi faire? Et il était clair que si c'était ce degré d'organisation et si ces groupes-là procédaient de la façon qu'on nous l'avait donné, si on montrait le moindrement trop de faiblesse et qu'on était prêt à négocier un peu n'importe quoi, ça serait du chantage et on nous engagerait dans on ne savait pas trop quoi. Alors, la nécessité d'une ligne assez ferme est apparue là, de façon claire. La question de la loi des mesures de guerre, je n'avais pas entendu parler, ni l'arrivée de l'armée, mais les arrestations préventives. Et ça posait un curieux de problème. Moi, j'avais peur qu'on aille arrêter trop de monde. Puis par contre, voir les listes et dire « vous arrêtez pas un tel, vous arrêtez un tel », ça devient une ingérence politique dans la police inacceptable. Alors, l'idée de voir les listes pour essayer de contrôler ce que la police faisait, c'était pas possible. En tout cas, moi, je les ai pas vus. Je crois pas que mes collègues du cabinet l'aient vus. Est-ce que le ministre, le solliciteur général les a vus? Je ne le sais pas. Mais ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y aurait peut-être 125 à 150 personnes qui seraient arrêtées. On m'avait parlé des 2000 felkistes dans le nord de Montréal. Je me disais 150, c'est pas trop pire. D'autant plus qu'on n'avait pas précisé de qui il s'agissait. Mais c'était des personnes actives puis qui pouvaient créer passablement de troubles. L'argument qui a été évoqué pour qu'on fasse appel à l'armée, c'est que la police se disait débordée. La police de Montréal et la Sûreté, par des manifestations qui prenaient de plus en plus d'ampleur à Montréal, organisées par les syndicats ouvriers, et que la police était vraiment débordée et qu'elle demandait de l'aide. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Qu'est-ce que ça signifiait, toute cette crise-là, et quelles leçons devait-on en tirer? Et évidemment, il y avait des tenants de la ligne dure, mon collègue Jérôme Choquette, par exemple, et quelques autres. Et il y avait des gens qui, comme moi, croyaient que c'est vrai qu'on ne pouvait pas laisser faire il fallait garder le contrôle sur la situation, mais en même temps, il fallait essayer de comprendre un peu mieux pourquoi tout ça et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, dans le débat à l'Assemblée nationale, je trouvais que ce genre de point de vue-là n'avait pas été suffisamment exprimé à ma connaissance. Alors, j'ai indiqué au leader, qui était Gérard Lévesque, que je voulais intervenir dans le débat.
il devait se douter un peu de ce que j'étais pour dire parce qu'il m'avait cédulé pour 8 heures le soir, ce qui était à peu près la pire heure. Alors, à 8 heures, je me suis présenté à l'Assemblée et il y avait très peu de députés présents. Et j'ai commencé mon intervention dans le sens que on devait ne pas faire uniquement on ne devait pas s'engager uniquement dans des interventions à caractère policier, mais qu'il fallait aller plus profondément et j'essayais d'expliquer un peu, moi, des causes de cette situation-là et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et évidemment, je n'étais pas un orateur très expérimenté. J'avais écrit des notes et je m'en tenais passablement à mes notes, mais de temps en temps, je relevais la tête et je m'apercevais qu'il y avait de plus en plus de députés qui écoutaient probablement de leur bureau avec un haut-parleur ce qui se passait. Et je dois dire que quand j'ai fini mon intervention, je pense bien qu'il y avait, la plupart des députés étaient à leur siège. Et la galerie, il y avait passablement de monde dans la galerie aussi. Et quand je me suis rassis, ce n'est pas les députés de mon côté qui ont applaudi, c'est les députés de l'opposition. Ce qui crée une situation pour le moins embarrassante. Je peux vous assurer que quand il n'y a pas un chat qui s'est levé pour m'applaudir de mon côté de la Chambre, mais plutôt de l'autre côté, c'était un moment un peu particulier. En 1968, le gouvernement de l'Ontario, sous la direction de John Robarts, avait lancé une opération avec les provinces qui visait à déterminer les pouvoirs que les provinces auraient besoin pour établir un meilleur équilibre dans la Fédération canadienne. Et ce travail-là a été lancé, alors à l'initiative du gouvernement de l'Ontario. Mais lorsque premier ministre, quand Pierre Trudeau est devenu premier ministre, il a récupéré cette opération-là, il a transformé ça en un exercice fédéral-provincial. Et alors que le départ de l'exercice était un réaménagement des pouvoirs, la récupération par Trudeau a fait en sorte que cet objectif-là est graduellement disparu. Et là, on a voulu présenter à la population canadienne une charte, la charte de Victoria, dans laquelle il y avait une formule d'amendement et dans laquelle il y avait une charte des droits et un certain nombre d'autres éléments, mais le but était vraiment d'établir le principe là, de l'uniformité des provinces, de clarifier certaines dispositions de la loi, éventuellement préparer le rapatriement de la Constitution canadienne. La formule d'amendement qui était proposée aurait été une formule acceptable pour le Québec. Mais le Québec réclamait un statut particulier. Alors, on a, comme moi, j'avais le background de tout le domaine de la santé et des services sociaux assez clair et la position constitutionnelle était claire, j'ai convenu avec Bourassa et éventuellement avec le cabinet qu'on demanderait que la question des pouvoirs en matière de politique sociale soit clarifiée. Et on avait mis le concept de primauté de la province dans un domaine comme celui-là où on était clairement dans notre juridiction pour la plupart des choses, mais il y avait le pouvoir de dépenser du fédéral et son pouvoir d'intervenir indirectement, comme on le voyait là, dans l'assurance maladie. Et le concept de primauté, c'était de dire le fédéral peut intervenir dans le cadre là, de ses attributions actuelles, sauf que si une province décide de légiférer
c'est la législation de la province qui a préséance, qui a primauté. Alors, à un moment donné, Bourassa m'a dit, on va aller rencontrer Trudeau à Ottawa et on va essayer de le convaincre du bien fondé de notre position. Alors, j'y suis allé un dimanche avec Bourassa, un dimanche du printemps au mois de mars. Et on a rencontré Trudeau chez lui, qui était accompagné de John Turner, qui était le ministre de la Justice. Et le but était de voir si on pouvait trouver un certain arrangement. Alors, après avoir parlé un peu là, de choses et d'autres, lorsque le temps est venu là, de s'asseoir et de parler affaires, Trudeau a pris la parole et il nous a dit « Je voudrais simplement vous dire que si vous êtes venus discuter de statut particulier, de deux nations, d'États associés, de pouvoirs spéciaux pour le Québec, de pouvoirs différents des autres provinces, la réponse est non. » Alors, on a dit, est-ce qu'on peut au moins en parler? Alors, il dit, vous pouvez en parler, mais je vous le dis à l'avance, la réponse est non. Alors, on a exposé notre point de vue et il nous a dit, la réponse est non. Alors, on est reparti de là et là, on s'est rendu compte qu'on avait un problème assez sérieux. J'ai réussi à convoquer une conférence des ministres du bien-être social, de la santé et du bien-être social, sans le fédéral, pour essayer d'avoir l'appui des provinces. On s'est réunis à Victoria et je leur ai exposé notre point de vue. Et je leur ai exposé le fait qu'ils ne perdraient rien. Et même, j'avais des exemples, par exemple, pour les allocations familiales. Et il y avait 2 observateurs du gouvernement fédéral dans la salle. Lorsque la conférence interprovinciale s'est terminée, les ministres qui étaient là, présents, représentant les autres provinces, voyaient très bien le bien fondé de notre position. Je sentais que plus on allait du côté de l'Ontario et vers l'ouest, j'avais des appuis assez solides. Du côté des Maritimes, j'avais peur qu'on reprenne la tactique là, que je connaissais. J'avais assez d'expérience et de connaissance de la politique canadienne pour savoir qu'on irait les menacer de perdre des avantages s'ils supportaient notre position. Ce que j'ai appris par la suite, je ne l'ai pas su pendant que ça se déroulait, c'est qu'ils ont envoyé un émissaire visiter les provinces maritimes, la Saskatchewan et le Manitoba, et leur faire valoir que s'ils supportaient notre position à Victoria, sur la charte de Victoria, l'aire des grandes largesses à l'endroit des maritimes et des provinces comme le Manitoba et la Saskatchewan, ça serait fini. Alors, lorsqu'on est arrivé à Victoria, j'ai appris que cette opération-là avait eu lieu. Je l'ai appris, je pense, 2 jours avant. Alors, on est arrivé à Victoria et je me suis rendu compte par mes conversations avec les gens des autres délégations de ce qui se passait. Alors, la conférence a eu lieu et on avait demandé d'avoir droit de parole sur cette question-là. Et ces conférences-là sont présidées par le premier ministre canadien. C'est lui qui contrôle l'ordre du jour. Ça fait un drôle de situation, mais c'est comme ça. Alors, ils ont discuté d'un certain nombre de questions et quand le moment est arrivé d'exposer notre point de vue, c'était au terme de la journée, on allait faire, après l'ajournement des travaux, il y avait une réception à bord d'un bateau et on allait prendre le souper au large de Victoria en bateau. Et là, c'était au terme d'une longue journée de travail. Il était rendu, je pense, 5h30. Là, Trudeau m'a donné la parole. Et là, les gens étaient en train de ramasser leurs papiers
est en train de se jaser entre eux, et la fatigue s'est installée. Alors, j'ai pris la parole et ça a duré à peu près 10 minutes. Une fois que j'étais terminé, il a annoncé la fin de la séance et c'était fait pour notre présentation. Alors, ça a continué le lendemain et à un moment donné, on a demandé au premier ministre de se réunir seul, sans leur conseiller, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mauvaise influence sur Bourassa. Alors, ils se sont réunis et je n'étais pas là, évidemment. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est produit là. Certains disent que Bourassa leur a donné un accord. Il reste qu'on est revenu en avion ensemble. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit non. On va en discuter de retour à Québec et on donnera notre réponse. Alors, on est revenu à Québec et là, le projet était devenu public. Et là, il a commencé à se développer un certain, des réactions contre ce projet-là au Québec. Et évidemment, j'ai été vu comme étant le porte-parole de la réaction négative ou de la position négative. Alors, il y a eu une commission parlementaire. Et l'Assemblée nationale s'est prononcée contre, le cabinet s'est prononcé contre, et finalement, l'accord a été rejeté. Il y avait un délai, il fallait se prononcer avant telle date, le 24 juin, je pense. Alors, l'accord a été rejeté. J'ai lu par la suite, quand les procès-verbaux de la séance du cabinet qui a suivi à Ottawa ont été rendus publics, qu'on a attribué le chèque de Victoria à mes interventions. On a oublié le fait que l'Assemblée nationale avait voté contre, que l'ensemble du cabinet avait voté contre, que peu de temps après, il y a eu un sondage qui a révélé que la très grande majorité des Québécois étaient contre l'accord de Victoria. Mais c'est comme ça qu'on a perçu les choses à Ottawa. Ce que j'ai retenu de ça, moi, c'est que le juge qui a pris cette décision-là, de les condamner à prison pour outrage au tribunal, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui par la suite. Lui, il jugeait que ce qui était important, c'est comme dans toutes ces autres causes, dans le passé, il fallait qu'il rende ses décisions rapidement. Alors, il a rendu sa décision dans un climat extrêmement tendu, de façon expéditive. Et je pense que tout le monde est passablement d'accord que la justice, ça doit être rendu de façon un petit peu plus calme et dans un climat un peu plus serein, ce qui n'a pas été le cas dans cette occasion-là. Alors, outrage au tribunal, les chefs en prison. Et comme les nuances ne se font pas facilement dans des situations comme ça, c'est comme si c'était nous qui avions décidé de les emprisonner. On était aussi embêtés avec ce jugement-là que tout le monde pouvait l'être. Et les chefs syndicaux, qui n'étaient pas des imbéciles, loin de là, ont vu qu'il y aurait probablement la sympathie de la population et de bien du monde en étant emprisonnés. Alors, c'était un dénouement, moi, qui m'est apparu extrêmement malheureux, qui a jeté sur nous une image qui était très fausse, à mon avis. On devait résister à cette tentative du Front commun de nous faire plier, mais pas de façon aussi brutale que celle-là, et surtout pas avec l'emprisonnement des chefs syndicaux. À tout bout de champ aussi, il y avait des accusations, si vous vous souvenez, de favoritisme. On accusait beaucoup le gouvernement, et particulièrement Robert Bourassa,
de favoriser des membres de sa famille, des intérêts près du parti. Et Bourassa me disait toujours, chaque fois qu'il me parlait, il me disait, tu sais, tu es la caution morale de notre gouvernement. Tu joues un rôle bien important, j'ai besoin de toi, continue, etc., etc. Et je dois dire que, d'abord, je n'avais pas une influence très grande dans le Parti libéral. Je n'avais jamais été membre du parti avant de me présenter. Il y avait bien des gens que je ne connaissais pas dans le parti. Je trouvais que c'était m'en mettre beaucoup sur le dos. Et à un moment donné, lorsqu'on a traversé là, cette période-là, et on a eu la grève encore une fois, et ça paralysait le fonctionnement encore une fois des hôpitaux, et c'était vraiment inquiétant. J'ai eu un moment de fatigue, je dirais, plus que d'autres choses. Pas de dépression, mais en tous les cas de très grande fatigue, je dirais, et un peu de découragement. Et un bon jour, j'ai demandé à Bourassa d'aller lui parler et de lui dire là, dans quel état d'esprit j'étais. Mon idée n'était pas de quitter le gouvernement. On était rendu en 72 et j'étais vraiment engagé là, dans la réforme. Et ça, je voulais la poursuivre. Mais je me sentais mal à l'aise et je voulais en discuter avec lui. Alors, je suis allé en discuter avec lui et je ne me souviens pas exactement comment que ça s'est produit, mais il m'a reçu avec Jean-Paul Lallier. Et Jean-Paul Lallier avait écrit une lettre à Robert Bourassa qui était peut-être un petit peu plus explicite, qui pouvait être interprétée un peu comme possiblement une menace de démission. Et c'est peut-être ça qui a donné cette impression-là qu'on avait été menacé de démissionner. Mais je peux vous dire, moi, dans mon cas, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Ce n'était pas dans mes façons de faire. Le maire Drapeau voulait avoir l'autorité complète sur cette histoire-là. Moi, je trouvais que ce n'était pas la bonne voie à prendre. Et je trouvais qu'on lui donnait beaucoup trop de latitude et que si ça allait mal, qu'il y avait des dépassements, c'est nous qui serions pris avec le problème. Alors moi, j'étais contre cette voie-là, mais j'étais un député de Québec. Les ministres de Montréal, Drapeau était tout puissant. Et je pense bien que mes collègues ne voulaient pas s'engager dans une lutte à finir avec Drapeau. Et Drapeau avait décidé qu'il y aurait gain de cause dans cette histoire-là. Alors, il est venu nous faire une présentation devant le cabinet sur son projet. Et le projet était évidemment intéressant. On voyait bien une maquette. Je ne savais pas ce que ça pouvait impliquer. Ça m'apparaissait malgré tout très original. Et moi, je disais qu'on aurait dû utiliser les installations des îles Notre-Dame et encore beaucoup de bâtiments qui étaient là pour loger possiblement les athlètes au lieu de tout recommencer. Et qu'on devait former une commission comme il y en avait eu une pour Expo 67. Alors, Drapeau était complètement contre. On a eu une longue séance un premier soir. Ça a dû finir vers 2 heures pendant la nuit. Et c'est moi, député de Québec, qui est pris dans la position de défendre ce point de vue-là contre Drapeau. Alors, ça s'est terminé la première fois par un deadlock. Il y a eu au moins 2 séances, peut-être 3. Là, j'oublie, ma mémoire fait défaut. Mais il est revenu une autre fois. Et là, il y a eu une séance très orageuse. Et pendant un bout de temps, je me souviens bien que c'est moi qui tenais la discussion avec Drapeau. Bourassa s'est en allé dans son bureau. À un moment donné, il est revenu. Et là, rendu, je pense, vers 2 heures du matin, on était là depuis 8 heures du soir. J'ai dit, et on avait probablement commencé sur la question des Jeux olympiques vers 10 heures, 10 heures et demie. J'ai dit à Bourassa, j'ai tout dit ce qui est possible de dire et de ne pas dire. Et le maire Drapeau, il dit tout ce qu'il avait à dire.
soit qu'on prend une décision là, ou moi, je m'en vais, là, je ne vois pas l'utilité de poursuivre. Alors, je suis parti, je me suis en allé chez moi, et ça s'est poursuivi dans le bureau de Bourassa. Et Bourassa et Drapeau se sont rencontrés seuls, et les échos que j'en ai eus, et Drapeau, quand il voulait hausser la voix, il était capable. On m'a dit que pour la première fois dans le bureau, là, sur l'autre côté de la rue, qui était un bureau vraiment hermétique, bien insonorisé, pour la première fois, les gens qui étaient dans l'antichambre pouvaient entendre les bruits qui sortaient du bureau de Bourassa. C'était le maire Drapeau qui se faisait aller. En tous les cas, j'étais pas là, je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais le lendemain matin, Robert Bourassa m'a appelé, il m'a dit « J'ai une entente avec le maire Drapeau. » Et j'ai dit « C'est quoi? » Mais il dit, je lui ai dit d'y aller, mais qu'on n'était pas responsable pour les finances des Jeux olympiques et que s'il y avait un déficit, on pourrait peut-être en absorber 2 à 3 millions, mais pas plus. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Les Jeux olympiques ont eu lieu, c'était le désastre au plan financier. Le gouvernement a été obligé d'intervenir parce que jamais le stade aurait été prêt. Il y a eu des scandales, il y a eu un coulage éhonté. Des stades de cette nature-là, il y en a eu de construits ailleurs, peut-être pas aussi complexes, qui ont coûté 200, 300 millions. Le nôtre, dans les dollars de l'époque, si vous vous souvenez, avait coûté au-delà d'1 milliard.